Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode hors série des Secrets du kayak. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Jérémy Candy, fraîchement rentré d'un stage d'un mois en Afrique du Sud. Toujours à l'affût de destinations pour s'entraîner au chaud, j'avais donc pas mal de questions à lui poser. On a parlé logistique, mais surtout d'entraînement. Comment s'entraînent donc les Sud-Africains? Pourquoi leurs bâtons ont des pédales? Ou encore, quelle est la place de la musculation dans leur pratique? Évidemment, ce ne sont qu'une partie des sujets que nous avons abordés et qui sont à retrouver dans cet épisode hors série des Secrets du kayak. Bonne écoute. Salut Jérém, comment ça va aujourd'hui? Salut Rudy, ça va super, merci bien. Bon, j'ai vu qu'il y a eu les pré-piges là ce week-end et que tu t'en es super bien sorti. Moi en fait je les ai faites parce que je voulais faire le 2000 en fait. Je voulais avoir une journée où je pouvais mettre un numéro sur le bateau et puis essayer de voir ce que mon entraînement en Afrique du Sud avait donné. Et du coup, ouais, je m'en sors pas trop mal. J'aurais aimé faire encore mieux. Mon objectif premier c'était de faire sous les 8 minutes, donc on va dire que Ouais, t'as fait c'est réussi sur le 7,56, c'est 2000. ça? Ouais, j'ai fait 7,56, mais c'est pas gagné. J'ai pas gagné, donc Ouais, c'est semi rempli, on va dire. ouais, en même temps, il y a Cyril, et Cyril a fait 7,51. Cyril, c'est la machine sur le 2000. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Mais bon, comme tout le monde, hein, il a deux bras, deux jambes, donc il a été plus fort. Le 2000, c'était avec un virage? Ouais, il y avait un virage. Ouais, on partait du milieu du bassin, on allait au fond et on revenait. Comment étaient les conditions? Parce que de ce que j'ai pu voir en vidéo, notamment sur les petites stories Instagram, il y avait pas mal de vent. C'était compliqué, ouais. On a eu un bon vent de travers surtout sur le 250 qui était au niveau de la tour d'arrivée. Donc, c'est là où on est plus exposé sur ce bassin de verre. Et puis après, le 2000, même principe, mais vu qu'on va vers le fond du bassin, on est un petit peu plus abrité. Donc, non, c'était essentiellement du vent de travers. Fallait être costaud sur les abdos. Bon, on fait ce podcast un peu hors série. C'est la deuxième fois qu'on va discuter ensemble parce que tu reviens d'Afrique Ouais, du Sud. Alors, qu'est-ce que tu as été fait en Afrique exactement. du Ouais. Sud? Aussi incroyable que ça puisse paraître, j'ai fait du canoë-kayak. Je suis parti un mois entre le 15 février et le 15 mars. Je suis allé rejoindre des Sud-Africains, dont Amish Lovemore, qui est champion du monde U23 en marathon et qui fait aussi d'ailleurs, qui a fait une belle saison sur 1000 mètres l'année dernière en moins de 23. Il fait finale A sur le 1000. Il fait bronze sur le 5000 après avoir raté une bouée. Enfin, donc non, c'était un gars plutôt costaud. Et puis il y avait aussi des Anglais, dont Charlie Smith, qui est vice-champion du monde du 5000 mètres. Et puis James Russell aussi, qui est un Anglais qui fait top 5 sur la short race au marathon. Donc, Ah ouais. euh, donc il y avait un beau groupe. On était au maximum, on était une dizaine d'athlètes. Il y a Hank McGregor qui est venu se greffer sur certaines séances du week-end avec nous. J'ai même eu l'occasion de faire du canoë avec lui, donc c'était vraiment pas mal. Belle découverte de ce pays et une belle découverte de leur façon de s'entraîner, quoi. Comment ça s'est organisé ton stage? Est-ce que tu étais en contact avec Amish Lovemore et puis vous avez bien sympathisé? T'as dit bah viens, on va s'entraîner? Ou c'était un truc que tu avais prévu depuis longtemps? Ouais, en fait c'est ça. C'est au championnat du monde, j'ai rencontré ses parents et on avait passé plusieurs jours avec Quentin en compagnie d'Amish dans la ville de José Ramalho. Donc on discutait et puis il disait si vous voulez venir en Afrique du Sud, il n'y a pas de souci. Mes parents ils ont un hébergement où on pourrait aller éventuellement à côté d'un bassin, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pas tombé dans l'oreille un sourd en fait, parce que Bien moi j'ai sûr. demandé j'ai demandé un mi-temps annualisé cette année que j'ai eu. Donc, à partir de février, j'étais libéré à 100%. Et quand il a fallu réfléchir à trouver un stage, j'ai repensé à Amish, tout simplement. Et puis, entre-temps, il y avait des Anglais qui se sont greffés au projet. Et puis, on s'est retrouvé une dizaine d'athlètes. Et puis après, c'était parti, quoi. Et alors, je pose des questions pour moi, mais peut-être pour d'autres aussi. Si on écrit aux parents d'Amish Lovemore, on peut louer aussi l'hébergement pour les s'entraîner? Comment Alors ça se passe ouais, tout ça? ouais. En fait, ils ont des lodges à Ok. louer et puis ils ont plusieurs endroits dans le pays où on peut louer des hébergements, quoi. Donc non, tout est envisageable avec ce type de logement, c'est clair. Nous, on était dans une maison qui n'était pas tout à fait terminée au final.
même si elle était très très bien pour ce qu'on avait à y faire. Mais en tous les cas, elle était pas disponible à la location, quoi. Combien ça t'a coûté le voyage en avion en Afrique du Sud? Parce que c'est pas à côté, donc j'imagine un prix faramineux, mais peut-être pas. Bah, au final, vu la distance qu'on a à parcourir pour aller en Afrique du Sud, c'était pas si cher. Ça a dû me coûter 950 €, je crois, quelque chose comme Ok. ça. Et bah, vu le vol que c'est, pour moi, ça me paraît assez raisonnable, sachant que c'était une compagnie nationale, c'était un vol direct. Donc, j'ai vraiment eu le vol parfait. Je partais pas trop tôt ni trop tard. C'était un vol de nuit, donc non, c'était très bien. Et est-ce que tu avais donc planifié ce que tu allais faire en termes d'entraînement durant ce mois en Afrique du Sud, ou c'était un peu je suis le programme des personnes qui seront présentes, dont notamment les Sud-Africains? Ouais, c'était ça. Moi, je me suis laissé un peu guider par les protagonistes qui étaient là-bas, parce qu'en fait, j'aime bien quand je me déplace dans un pays que je connais pas, m'entraîner de la même façon que les locaux. Après, nous, à Mich, il nous avait envoyé la trame. Il avait fait aussi avec Charlie Smith et James Russell, les Anglais. Donc, ils m'ont envoyé la trame, je l'ai envoyé à Nico, qui m'a dit que bah ouais, ça paraissait copieux et intéressant, mais rien de, enfin, ça paraissait faisable en tous les cas. Donc on est parti là-dessus. Et puis après, une fois sur place, on a fait la première semaine telle quelle, la deuxième quasiment identique, et la troisième, on a fait un petit peu quelques ajustements. Et c'est là où moi j'ai proposé des séances qui fonctionnent bien quand on est sur verre. Donc c'était une base locale avec des petits ajouts exotiques, on va dire. Des personnes que j'ai interviewées qui ont été en Afrique du Sud, l'entraînement sud-africain, c'est tout le temps à fond. Est-ce que ça ressemblait à ça ou pas? Ouais, bah, en fait, j'ai eu de la chance, c'est que j'étais avec d'autres Européens. Et il y a un moment donné, ouais, il a fallu calmer un petit peu les ardeurs de nos amis africains parce que ouais, ça partait fort. Le lundi matin, le premier jour du stage, on avait un 20 bornes. Et je commençais à me dire, bah, si on fait le stage comme ça va être compliqué, sachant que le soir, on avait une BMA de prévu, une course à pied. Euh, donc, c'était c'était rapide. En fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, je suis arrivé là-bas avec une gourde parce que j'ai toujours une gourde dans mon bateau quand je pars à l'entraînement. Et en fait, on fait pas d'arrêt là-bas. Quand on fait 20 bornes, même les séances de 35, 36 bornes qu'on a fait, on s'arrête pas. C'est un relais de 5 et puis au bout du relais de 5, tu prends la vague et si tu veux boire à ce moment-là, tu bois, mais sinon on s'arrête pas quoi. Et si tu t'arrêtes, bah après derrière faut que tu cravaches pour revenir Ouais, sur ouais, le faut que tu groupe. fasses un Donc sprint, quoi. ouais, ça, le plus dur, mais ouais, le rythme, c'est clair que c'est pas le rythme qu'on a forcément quand moi je m'entraîne ici, sur la Marne ou à Vers, mais ça fait du bien. En tous les cas, ça fait du bien, et puis ça montre que le corps, c'est quand même un bel outil, on est capable de faire des choses qu'on n'avait pas cru possible avant, quoi. Ça veut dire que là, par exemple, sur le 20 bornes, tu vois, j'ai interviewé donc Valentin Hainaut, donc un super épisode que tu vas écouter après. Et lui disait c'était la compète à chaque entraînement, quoi. À chaque entraînement, c'est limite, tu dois gagner l'entraînement. Toi, t'as l'impression que c'était ça un peu au début? Ouais, ouais, sur la première semaine, c'était un peu ça. C'était pas, on s'en fichait un peu de savoir qui allait gagner à la fin, même si des fois il y en a qui lançaient un sprint et puis bah on se prend au jeu. C'était qui allait faire le plus mal pendant son relais. C'est un peu l'impression que j'ai eue. C'est vraiment, moi je regarde mon GPS, je regarde ma moyenne et puis si j'ai l'impression que les gars ils tirent la langue pendant que je tire, c'est bien. Et ça je l'ai vu sur les séances de K1, les séances de K2 qu'on a pu faire. Et du coup c'était, bon, il y a des fois c'était rigolo, hein, mais il y a des fois en fait quand tu te lèves le matin et que tu es fatigué, et que tu repars pour ça, tu te dis oh, c'est bon. Là, il faut que ça se calme, il faut que ça se calme. Et puis, en fait, non, ça se calme pas. Et puis, bah, au final, tu te dis, bah, je suis mieux là pour ça. Donc bah, tu ravales ta fierté. Et puis, bah, tu serres les dents quand tu es dans la deuxième vague. Et après, quand c'est re à toi, bah, tu te dis, bah, j'ai pas souffert pendant 40 minutes pour pas leur en faire un peu baver. Donc, moi, je suis un bon client là-dessus, hein. J'aime bien me prendre au jeu. Ben ouais, ben J'aime bien je me quand ma souviens. pointe elle est devant. Je me souviens des épisodes qu'on C'est avait fait rigolo. ensemble où tu parlais justement d'entraînement un peu comme ça, des 3 fois 4000, des séances, des séances Ouais, bah plaisir. justement, le 3 x 4000, j'aurais soufflé l'idée sur la dernière semaine, on l'a faite.
Et je leur ai dit non, mais vous allez voir, ça passe bien, ça passe bien. En fait, ouais, c'était dur. c'était, c'était vraiment une séance où on a perdu des soldats. En termes de volume d'entraînement, donc j'imagine que c'était beaucoup plus que ce que tu faisais d'habitude sur la semaine. Ouais, Est-ce que tu sais combien de kilomètres ça représente, ce que tu as fait? ouais, j'ai fait mes calculs. Sur la première semaine, j'ai presque 24 heures d'entraînement avec 230 de kayak, Oh putain, kilomètres de 230. Ah kayak. ouais. Ouais. Sur la deuxième, j'ai 21 heures, je crois, avec 210 kilomètres. Et la troisième, on devait aller au 195, au 200 encore, mais on s'est arrêté à 195. Et pareil, j'ai 20 heures, je crois, 19 ou 20 heures d'entraînement. Donc ça représente ouais, un peu moins de 650 kilomètres et 65 heures d'entraînement, à peu près, Ah ouais, en putain. 3 semaines. Ouais, Et ouais donc, après, le volume, c'était ce pourquoi j'y allais. Vraiment faire du volume et engranger des bancs. Et là, du coup, là-dessus, c'est mission accomplie. est-ce que il y a eu des séances quand même cool? Tu dis qu'à un moment, vous avez mis votre patte un peu européenne, des séances genre EB1, je veux dire, je dis une connerie, mais à 12,5 ou 13 km/h au lieu d'être à 14 tout le temps? Ou 15? Non, non, ouais, il y en a eu. Il y en a eu surtout parce qu'en fait, on a fait sur les 3 semaines, on a commencé le lundi matin le stage et le premier jour de repos, il était le jeudi de la semaine d'après. Donc, on a fait, je sais plus si c'est 9 ou 10 jours sans repos. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, bah, mine de rien, le corps, il récule tout seul. Et il y a eu des séances où, sur des 20 bornes, par exemple, où on a dit, bah, on y va tranquille. Et effectivement, on y allait tranquille. Il n'y a pas eu de trop de soucis par rapport à ça. Par contre, il y a des séances où on disait au début, on va y aller tranquille, et à la fin, on s'est dit, bon, bah, ce sera pas pour celle-là, quoi. Donc, il y a des moments, ça commençait tranquille, et puis ça finissait fort. Et non, des séances vraiment bien comme on peut faire des fois ici, j'ai dû, ouais, il y a eu deux ou trois. Après, mon cœur au début, il était haut, et puis plus ça allait, et moins il allait tutoyer mes sommets. Donc j'imagine que le corps, il commençait un peu à fatiguer aussi, quoi. Ouais, ouais. Après, moi, j'ai remarqué parce que j'ai pas mal été au Gros du Roi cet hiver, m'entraîner avec les jeunes du Gros du Roi et avec Nico Lambert, qu'au bout d'un moment, bah, les 15 ou 20 bornes que tu fais en groupe, ou même plus, ça passe beaucoup mieux, et puis tu t'y fais, quoi. Tu vois bien que Ah bah c'est sûr, d'être ça d'être en c'est groupe, clair. d'être en Mais groupe, ça passe beaucoup mieux, quoi. Ça passe tout seul, quoi. Alors que tout seul, tu ferais 20 bornes, t'es là, tu dis, oh là là, c'est long, tu t'ennuies un peu, t'as du mal à rester concentré. Alors qu'en groupe, ça passe quand même, on va dire, plus facilement. bah, de toute façon, ouais, c'est sûr, parce que et puis après, même si tu réfléchis de manière juste mathématique, quand tu fais un 20 bornes, si c'est à peu près 1h40 et que t'es à 10, et bah tu auras pris 2 relais de 5 minutes dans ton 20 bornes, tu auras l'impression d'avoir fait 10 minutes 10 minutes de kayak alors que tu as fait 1h40 de kayak, même si à un moment donné tu étais dans la première vague, dans le V, qui sont des vagues vraiment plus faciles. T'as pas rien fait. Ton cœur, il est quand même enfin, en tous les cas, je parle pour moi, il est toujours autour de 130, 135 et tu pagaies. Après, c'est sûr que quand tu es tout seul et que tu dois faire ton 20 km, bah là, le ressenti, il est quand même différent. Tu as l'impression d'avoir fait beaucoup plus que quand tu es à 8 ou 10, quoi. C'est sûr. Ça, c'est clair. Et je te parlais des entraînements faciles parce que je me posais la question du travail technique. Est-ce qu'il y a du travail technique autrement que individuel, on va dire psychologique auquel tu penses, ou il y a des séances où, comme en sprint en course en ligne, où tu vas peut-être faire des En- éducatifs, où tu vas travailler vraiment à très basse vitesse. Est-ce que là, il y a ça justement pour ceux qui font du 5000, du marathon là en Afrique du Sud? Bah, en tous les cas, avec les garçons avec qui j'étais, non, pas du tout. Et puis même, en fait, j'ai retenu une phrase à un moment donné, on devait faire un 15 bornes. Donc c'était le B1 la plus courte du stage. On devait faire un 15 bornes. Et puis moi, je disais aux gars, bah écoutez, on part sur des 4 ou des 5 minutes récup une, et puis on est bien placé, et blablabla. Et puis en fait, c'était le sprinter qui parlait. Et là, Amish, il me dit, mais en fait, si on va doucement, il n'y a pas besoin de récupérer. Donc, autant faire un truc où on pagaie pendant 1h20 et puis voilà quoi. Donc, en fait, le moment où moi j'ai dit on va travailler un peu technique, un peu cool, bon, ça a été balayé d'un revers de la main assez rapidement, quoi. Et donc, non, pour répondre à la question, du coup, non, non, il n'y a pas de. Là, la technique, j'ai l'impression qu'ils n'y attachent pas une importance particulière.
Surtout qu'en plus, ces gars-là, ils font beaucoup de mer et tout ça. Donc, avoir un geste bien placé, bien propre, tout ça, c'est vraiment pas leur objectif premier quand ils vont sur l'eau, quoi. Pour eux, il faut que le cœur il monte, il faut qu'à la fin, ils aient l'impression d'en avoir un peu bavé, et puis que ce soit vraiment, quand tu vas te poser dans ton canapé, que tu ressentes bien que tu as bien travaillé, quoi. En gros, tu sois un zombie, quoi. Ouais, exactement, ouais. T'as fait aussi un peu de mer avec eux? T'as été dans l'océan? Ouais, j'ai eu l'occasion d'en faire, parce que moi, je suis arrivé quelques jours avant et je suis reparti quelques jours après. Donc, j'ai fait quelques downwind avec Amish, j'ai fait une séance avec Hank aussi. Et c'était sympa. Franchement, ils ont des spots géniaux. J'ai rarement fait de la mer. Je n'ai pas fait beaucoup dans ma carrière. Mais là, j'ai eu l'occasion de faire 2 fois le même downwind, mais dans 2 sens différents. Et sur 2 jours, en fait, le vent s'est inversé et c'était quasiment les mêmes conditions, voire même meilleures le lendemain, et avec des creux vraiment cool. Et sans se forcer, on était à 3,05 au kilomètre. Ah ouais, putain, ça glisse, Et du coup, ça on a portait essayé de bien. faire. Ouais, nous, on a fait un truc régulier. On n'a pas cherché à, à choper le moins de 3 minutes, même si j'aurais bien aimé l'avoir, parce que le dernier, ça fait 10 ans, c'était un K4. Mais du coup, Hank, il était avec sa femme, ils ont fait 2,57 et 2,58. Donc, eux, ils ont fait vraiment un truc 1 kilomètre à fond, 2 kilomètres vraiment cool pour se remettre dedans. Et du coup, ils ont réussi à faire moins de 3 minutes. Donc, j'avoue, on était un peu dégoûtés. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que 25 bornes, quand tu fais du 17 de moyenne, ça passe vite, hein. Ah ouais, bah ouais. Tu m'avais dit aussi la dernière fois que tu avais bien parlé donc au championnat du monde de marathon avec Amish, et puis tu avais bien vu avec les Sud-Africains, ils avaient des toutes petites pagaies. Est-ce que ça s'est confirmé aussi durant ce stage? Comparé à toi Ouais, qui es européen et aux autres Européens, est-ce qu'ils ont vraiment des plus petites ouais, pagaies, ouais. moins longues et plus petites? Bah, c'était marrant parce que j'ai vu Hank qui est venu aussi à un moment donné et il m'a dit que lui, il était en 780. Donc, du coup, lui, il avait une grosse pagaie, mais c'est le seul parce que tous les autres, ils étaient en 705, 720 cm². Donc, c'était vraiment des petites pagaies. Et c'était rigolo parce que les Anglais, ils sont arrivés avec leur bracha 1 en 790. Et je leur dis, ah, c'est marrant parce que quand j'avais 25 ans, moi aussi, j'étais en bracha 2. J'étais en 790. Et puis après, rapidement, je me suis rendu compte que c'était trop gros, quoi. Et au final, au fur et à mesure du stage, il y en a un qui a demandé s'il pouvait pas essayer une autre pagaie. Donc, il a fini en bracha 4. Et je pense que cette année, il va pagayer en bracha 4 et il va délaisser un peu sa une parce que c'est une pagaie de gros bras et de vitesse. Mais donc, ouais, non, ça s'est confirmé. Ils ont tous des petites pagaies. Ils sont en de 14, de 15 à peu près. Euh, et ils mettent des tours. Ils mettent des tours. Quand j'ai fait du K2 avec les jeunes qui étaient là-bas, parce qu'il y avait pas que Amish en sud-africain, il y avait des jeunes. Et quand je me mets derrière, parce que c'est une passe que maintenant je maîtrise plutôt bien, c'est dur. Quand tu mets un peu d'appui, le gars, il le sent. Et puis, bah, du coup, lui, sa réponse, c'est il met 10 coups de pelle en plus. Et là, du coup, bah, du coup, tu alimentes encore. Donc, il remet. Et du coup, ça n'en finit pas, quoi. Enfin, si ça en finit, que c'est moi qui tire la langue. Et puis après, ça se régule. Mais par contre, ils sont pas avares en cadence. Là-dessus, ils aiment bien, quoi. Mais de toute façon, ça s'est vu même, je parle par rapport à moi. Je l'ai vu pendant le test de ce week-end, parce que Quentin m'a dit, il était sur le côté, il m'a dit que c'est vrai qu'en termes de cadence, entre moi et les sprinters, entre guillemets, il y avait une grosse différence. Moi, je devais être, je sais pas, je devais être autour de 95, Ah 90, ouais, sur un, 95 sur un, de sur un cadence. 2095, ah ouais, là tu Sur le moulines, hein. 2000, ouais, je pense que c'était comme ça. Ouais, ouais. Mais du coup, c'était comme ça que je les avais fait là-bas, et du coup, ça me plaît bien. Ah ouais. Et donc, est-ce que en allant là-bas, Ça, c'est vraiment un truc que j'ai retrouvé, ouais. est-ce qu'en allant là-bas, justement, t'as pris une plus petite pagaie au fur et à mesure du stage ou t'es resté sur ta pagaie habituelle? Non, j'ai gardé la même. J'ai gardé la même. Il y a un moment donné, je me suis demandé si j'avais pas à la rétrécir un petit peu, parce que je suis en 765 de 16. Et au final, il y a que en mer que je l'ai réduite. Et encore.
Et encore, c'est que avec Amish parce que lui, il a une petite pagaie. Donc, je l'avais réduite à 2,12. Et puis, c'est de la mer, quoi. Et sinon, non, j'ai gardé mes réglages que j'avais d'habitude. Le seul truc que j'ai changé, c'est le siège pendant le stage parce que celui que j'avais me faisait vraiment mal. En fait, c'est un siège qui est pas fait pour 200 plus. C'est un siège qui est fait pour faire 100 bandes par semaine et puis là, ça, quoi. Donc, c'est la seule adaptation que j'ai faite, c'est celle-là. Parce que ouais, je te pose cette question parce que on en avait parlé dans notre épisode ensemble et tu m'avais dit que tu hésitais peut-être à prendre une plus petite pagaie. Finalement, tu es resté sur celle que tu utilisais et ça va bien. Ouais, mais j'y ai encore pensé hein, quand je voyais tous les gars avec leurs petites pagaies. Je les ai même essayés, hein, des Gara, des Gentex, des Carbonologies. Enfin, vraiment des pagaies que j'avais pour la première fois entre les mains. Et au final, quand j'ai vu que j'arrivais à mettre de la cadence même avec ma 4, je me suis rassuré un petit peu. Parce que c'est le problème que j'avais l'année dernière, c'est que j'avais l'impression d'être redevenu un pagayeur avec une technique de sprinter. Et là, en fait, ça me confirme comme je te disais, hein, par exemple sur le 2000, ça me confirme le fait que je sais toujours mettre de la cadence avec ma pagaie. Même si par rapport à certains marathoniens, elle est grosse, ça reste une petite pagaie. Ouais. Après, moi, j'ai l'impression que cette capacité à mettre beaucoup de fréquences, ça vient beaucoup de l'entraînement et de ce que tu fais. Comme je dis, moi, j'étais beaucoup au Gros du Roi cet hiver et j'ai bien vu que Nico et puis les jeunes, ils mettent beaucoup de fréquences comparativement à ce que je mets quand je suis tout seul. Et c'est vrai qu'après, quand je reviens, j'ai envie de mouliner, quoi. Tu vois, ça se fait automatiquement. Alors que si je m'entraîne, je me suis entraîné à Libourne avec Ronan, mais il met moins de fréquences, on est plus en appui. Et Bah ouais, c'est c'est sûr. pas le Ouais, même geste, donc après tu t'habitues vraiment à ce que tu fais pour la même pagaie. C'est vrai que ouais c'est sûr, c'est sûr. Mais l'année dernière, j'avais peut-être fait trop de séances orientées sprint, et puis j'avais peut-être trop regardé les autres gars du sprint comment ils pagayaient, quoi. Et là, au final, là, quand tu te mets à l'arrière d'un K2 avec même là, j'ai fait du K2 avec la femme de Hank, donc elle a une toute petite pagaie. Du coup, ouais, là, j'ai mis des tours. et c'est quoi sa petite pagaie? C'est une 680? Bah, non, attends, c'était une Brache à 4 en 700. Il y a encore plus petit que 735, je crois. Ouais, oui, il y a plus petit, je pense. Ouais, ouais bah, je crois que c'était celle-là. C'était vraiment une. Ah, elle était mini. Après, c'est pas non plus c'est pas, elle est pas très costaud, cette dame. Ouais, mais bon, c'est mouline comme un moulin, là. Sur un hélicoptère, tu Bah, vois. ouais, au final, c'était cool. Au final, c'était cool. Tu parlais tout à l'heure que vous avez fait aussi de la course à pied? Vous faisiez d'autres activités que le kayak à côté? Ouais, après, la course à pied, c'était juste. Bah alors après, les premières séances, eux, ils se faisaient un chrono, hein. Il y en a qui revenaient de la Buzy. Donc, courir, ils savent faire. Ils couraient le 5 km en 19 et quelques. Et puis, très vite, en fait, ça s'est calmé. On faisait plus que des footings 5 km vraiment à 5 minutes au kilo pour soigner un petit peu le corps, quoi, pour laver un petit peu le sang. Et sinon, on faisait des muscles. On faisait 3 muscles par semaine. Et là, par contre, c'est moi qui prenais les rênes parce que la problématique là-bas, c'est qu'on avait une séance dure par jour quasiment. Et donc, séance dure plus EB1 plus muscu, c'était pas évident de faire en sorte que le corps y suive. Donc, du coup, c'est moi qui ai proposé les muscles. Sur les premières, on a fait des FP assez lourdes. Et puis, plus ça allait, et plus je leur disais, bah, allez, au lieu de faire 6 reps, on va en faire 10. Et puis, à la fin, on en faisait même 12 avec pas lourd, quoi. À la fin, moi, c'était juste, je Pour faisais de la maintenir. muscu juste pour garder, ouais, pour garder la technique, parce que clairement, musculairement, j'avais plus rien à donner en muscu. Ça, c'est clair. Ouais, j'allais dire, avec plus de 200 bandes de kayak par semaine, c'est pour ça que je te posais la question de la course à pied, de la muscu. J'allais te dire, est-ce que vous faites quand même? Parce Bah, que là, t'es ça a cuit, vraiment quoi. été relégué, ouais. Ça s'est vraiment retrouvé au second plan, tout ça. Même si on s'est quand même bougé un peu pour aller faire de la muscu, c'était vraiment pas. Enfin, pour moi, c'était anecdotique. Vraiment, on a fait 8 muscu, je crois, pendant le stage, mais oh là là, j'avais Ouais. mon dû, rien qu'avec le bateau, j'avais ce qu'il fallait pour me calmer les épaules et le reste du corps. Parce que eux, habituellement, ils font pas trop de muscu. C'est pas un truc qu'ils font. Non, c'est pas du tout. Alors, peut-être ceux qui sont orientés sprint, c'est peut-être un peu différent, mais en tous les cas, non, c'est vraiment pas leur truc. Puis,
même quand ils y vont, hein, dans ce qu'ils me disaient, c'est on arrive, on s'échauffe pas trop, on fait 20-25 minutes sur les machines, et puis après, si on est motivé, on fait 10 minutes de gainage, et puis c'est fini, quoi. Ce qui te donne une muscu de 35-40 minutes. Ouais, qui te remet juste en forme, Quand quoi. nous, Ça te réveille ouais, juste. ouais, c'est ça, ouais. Quand nous, l'hiver, on arrive à faire des muscles qui durent près de 2 heures. J'ai réussi à leur faire des muscles de 1 heure et plus, et je suis assez satisfait de moi. J'ai encore une force de persuasion qui est intéressante. Et est-ce que ça te fait pas relativiser sur l'importance de la muscu pour performer sur des longues distances en kayak? Je je saurais pas te dire. Non, non, ça me confirme que moi c'est quelque chose dont j'ai besoin. Que par exemple un gars comme Amish qui est vraiment qui est lui sur la pente ascendante euh, a pas besoin parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a son équilibre qui est comme ça. Et puis je pense il s'est développé comme ça. Mais de mon côté, en ayant fait énormément d'années où la base c'était du bateau, de la muscu, de la course à pied, je me verrais pas arrêter maintenant parce que je crois vraiment que la muscu elle a un intérêt dans tout ce qui est dans tout ce qui est musculaire, enfin dans tout ce qui est problème que ça peut engendrer, tu vois, au niveau des épaules. Je pense que c'est vraiment une façon de prévenir les blessures. Alors, il faut que ce soit bien fait, évidemment, mais en tous les cas, dans mon cas, c'est vraiment une façon pour moi de prévenir les blessures et de toujours faire mes petites routines d'épaule comme je le fais quand je commence le muscu, quoi. Donc, non, non, je comprends que certains n'en aient pas besoin, mais moi, ce qui est sûr, c'est que je me verrais pas ne plus en faire. Ouais, parce que je te parle de ça parce que j'ai l'impression, sur les photos, on voit Amish Lovemore, il est pas épais, le gars, quoi. On le voit, on se dit, bon, Non, il est champion de kayak, tu sais, tu le vois pas, tu dis, ok, mais sinon, tu dirais, bon, bah, il fait un peu de footing, quoi. ouais, non, mais c'est sûr. Mais encore une fois, tu vois, Hank McGregor, lui, il est plutôt épais, ce monsieur. Je sais pas, il a 44 ans et il n'a pas fait beaucoup de muscu apparemment. Et je sais pas comment il fait parce que 44 ans, pas de bobo, pas de muscu. Je me dis que il a trouvé son équilibre comme ça, quoi. Surtout quand tu fais de la mer, en plus, avec t'as vu comment ta technique, elle doit changer, tes épaules, c'est quand même un peu plus contraignant que ce qu'on fait quand on est sur du plat, pour nous. Donc, ouais, non, il y en a qui se développent autrement. Il y en a qui se développent autrement. Tu vois, il y avait James Russell, lui, il fait un peu l'anglais, il fait un peu de muscu aussi, mais pas tant que ça, alors qu'il fait 95 kilos et qu'il a plutôt un physique de gars qui va aller faire un K4 500, quoi. Ah, c'est fou, hein. Ah, c'est fou. Mais je Comment ça pense se... qu'on en revient à la morphologie, quoi. Bah ouais, C'est ouais, ça. mais Et t'as des gens il qui y sont en a plus doués que qu'on, d'autres, ouais, pour faire du ouais, muscle. Vraiment. ouais. Bah, moi, je suis pas doué, en tout cas. Bah, on va dire que t'es plutôt doué pour l'endurance, entre guillemets, quoi, pour l'aérobie. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Comment ça se passait au niveau alimentation, hygiène de vie autour? Bah, j'imagine pour dormir, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau de Non, pour dormir, ça l'alimentation, allait. et l'alimentation, comment ça se passait vu qu'un tel volume d'entraînement? Est-ce que vous arrivez quand même à manger sain et avoir suffisamment de calories ou fallait vraiment manger tout ce qui passe? Moi, ça a été compliqué parce que j'ai 32 ans, il y a quand même beaucoup de gens dans les 10 là, il y en a quand même beaucoup qui avaient 24, 22, 21 ans. Et là, oh là là, c'était une catastrophe. Enfin, il y avait des dames qui venaient nous faire à manger pour le soir. Donc, le soir, on avait un repas. Bon, c'était beaucoup du riz et des pâtes avec de la viande et tout, mais riz et pâtes plus plus. Et puis, euh, et puis sinon c'était bizarre parce que on s'entraînait tôt le matin. Donc il y en a qui déjeunaient pas avant. Moi, il fallait que je déjeune. Et quand tu reviens de la séance, il est 9h30, bah, on remangeait. Parce que eux, ils avaient faim à ce moment-là. Moi, j'avais pas très faim, mais bon, je mangeais un peu. Et puis après, à midi, en France, c'est le déjeuner. Donc, bah, moi, je commençais à me dire, il va falloir qu'on aille manger. Et en fait, eux, ils aiment, enfin, je parle pour Amish en tout cas, il mangeait pas spécialement, donc il attendait 14h, 15h. Après 17h, on allait à nouveau sur l'eau, on ressortait, on grignotait encore, et puis le soir, il y avait le repas, quoi. Donc c'était carré sur le petit déjeuner et le repas, mais entre les deux, il y a des jours il y a des jours où on se faisait un vrai déjeuner, puis il y a des jours où en fait on faisait pas, on se faisait un gros petit déjeuner vers 10h, et puis après jusqu'à 14h, il n'y avait pas grand chose, quoi.
c'était un peu. Je pense que en tous les cas, eux, s'ils voulaient des pistes de progression, l'alimentation, ça en serait une jolie. Elle est toute trouvée pour eux. Et est-ce qu'autour, tu parlais des footings un peu récupérateurs, est-ce qu'il y avait des séances un peu d'étirement pour se relaxer, aller voir un kiné, tout ça? Est-ce que t'as vu ça ou il y a pas? Ouais, le kiné, il y en a certains qui y sont allés. Ouais. Moi, j'avais mon Blue Tent, tu sais, mon Ouais, appareil ouais, t'as de, un truc de d'électrostimulation là qui est stimulation. Ouais. vachement pratique. Ouais, ça, j'avais mon pistolet de massage et ça a plutôt fait le taf. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'avec Amish, pendant 2 semaines et demie sur 3 semaines, on s'est dit, il faudrait qu'on se fasse une séance d'étirement demain. Et puis le lendemain, on se disait, bah, on la fera demain. Et en fait, on on l'a jamais fait, alors que on en avait tous besoin au final. Mais c'est juste que, bah, en gros, on arrivait, il était 19h. Et puis là-bas aussi, il y a pas mal de coupures de courant pour, pour économiser un peu l'énergie. Ils font des coupures de courant, ce qui fait que, allez, c'était souvent entre 19h et 21h, il n'y avait plus d'électricité, mais à 19h, il faisait déjà nuit là-bas. Donc en fait, tu manges à la lumière des téléphones et puis bah, tu vas te coucher, quoi. Ah ouais, donc vous vous couchez Donc du hyper coup, tôt les, alors. les moments, les temps ensemble, il y en a pas mal qui ont été écourtés à cause de ces fameux load shedding là, où ils coupent le jus à toute la région. Mais sinon, non, non, on s'entraînait tôt le matin, donc on se levait à 6h30. Ouais, c'était souvent 6h, 6h30 pour se lever, parce qu'on allait sur l'eau à 7h ou 7h30. Et le soir, on s'entraînait à 17h. Donc, entre-temps, on avait pas mal de temps aussi. Mais quand tu fais le footing, tu le fais le matin, donc tu reviens, après tu fais la sieste. Et puis, les muscles, c'était pareil. Donc, on avait pas mal de temps et on avait pas mal de temps aussi pour dormir. Donc, ça, c'était bien. Le rythme que j'ai pris pendant le stage, j'ai trouvé assez sympa de me lever super tôt comme ça. Là, c'était vraiment cool. Et puis, c'est aussi parce qu'après, il faisait beaucoup trop chaud. Est-ce que là, tu as été du 15 février au 15 mars, c'est l'hiver pour eux aussi? Non, c'est l'été. C'est Ah, c'est l'été, l'été. c'est inversé alors. Là, ouais, là, ils arrivent en automne. Là, bah, je crois que c'est aujourd'hui le printemps chez nous. Bah, eux, ça Ouais. va être l'automne aujourd'hui. Ok. Ok, donc ouais, donc si tu vas en été, pour nous, eux, c'est l'hiver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Ah, ça. donc Mais après, c'est un hiver. Du côté d'Urban, c'est un hiver assez doux. Apparemment, des fois, ils ont 5 degrés, mais c'est très rare, quoi. c'est là où tu étais, d'Urban, donc? C'est la localisation? Ouais, moi, c'était comment ça s'appelle, l'est. C'était à l'est de l'Afrique du Sud. Et du coup, la ville, c'est Durban. Et sinon, souvent, il y a un gros groupe, bah, là où est Loïs Mill, par exemple, qui est à Cape Town, à l'ouest. Ok. Et où là, par contre, par contre, c'est différent. C'est l'océan Atlantique. Alors que moi, j'étais dans l'océan Indien. Et apparemment, c'est un petit peu plus frais, quoi. Et donc là, tu naviguais sur un lac qui était assez plat? Comment c'était? Alors, j'ai navigué sur un lac un petit peu à côté de Durban, là où habite Amish, avant d'aller au stage. Et après, quand on allait au stage, c'était à 1 heure de la ville. On était dans une réserve naturelle et c'était une rivière. Enfin, c'est un fleuve, un tout petit fleuve et qui se jette dans la mer. Donc on avait un petit peu l'impact des marées des fois, mais globalement c'était un endroit super sympa, super calme où on pouvait faire. Si on faisait la grande boucle, ça faisait près de 20 bornes. Ok, ouais, Non, donc mais non, c'est près de nickel. 20, non, 25 bornes même. Ah, encore plus. Ouais, ouais. Non, ouais, ouais, plus on a, mieux c'est, hein. Au niveau logistique, comment ça s'est passé là-bas pour avoir un bateau? Parce que j'imagine que t'es parti avec ta pagaie, mais pour ton bateau, j'imagine que t'as pas pu le prendre dans l'avion. Comment ça s'est Non, ouais, fait? ouais, effectivement. Non, bah j'ai eu là-dessus, j'ai eu de la chance par rapport au fait que ce soit Amish qui gère le truc. Il a été efficace. Il a réussi à trouver des bateaux pour tout le monde. Il a même demandé des K2 à Canoeing South Africa, là, des bateaux, des Simcoe. Enfin, on avait vraiment des super conditions au niveau matériel. On avait chacun notre bateau. S'il fallait des pédales, il y avait des pédales. S'il fallait des T-bars, il y avait des T-bars. Et du coup, non, il a vraiment il a fait jouer ses contacts pour avoir un bateau pour tout le monde. Après, ça, apparemment, là-bas, c'est un truc un peu plus compliqué que Paris si tu trouves pas les bateaux comme tu veux, quoi. Tu parles de pédales, il y en a qui ont des gouvernails à pédales dans leur course en ligne là-bas? Tout le monde, Ah, c'est vrai? Ah, ouais, parce que moi quasiment tout le j'en ai monde. un que j'ai jamais installé, mais en France, j'ai l'impression que c'est pas très répandu.
Non, en France, pas du tout. Je sais même pas si, tu vois, Nico Lambert, quand il fait la course en ligne, je sais même pas si c'est des pédales qu'il a. Mais je poserai la question d'ailleurs. Mais en tous les cas, non, là-bas, eux, ils ont tous ou presque des pédales. Et même Amish, qui a fait le sprint à Szeged, il avait ses pédales le jour de sa finale du 1000. Ce qui est quand même pas un truc hyper pratique, quoi. Mais en tous les cas, non, les pédales, c'est la mode là-bas. Parce que aussi, c'est dans ce que j'ai pu voir quand j'étais à Durban, donc sur le front de mer, il y a énormément de gens qui font du kayak pour pêcher. Donc ils ont des fishing kayaks là. Mais par contre, c'est pas des bateaux en plastique comme nous on a, hein. C'est des bateaux en carbone, des trucs ils sont plutôt profilés, même si c'est pas des bêtes de course. Et les gars, ils mettent leur canne à pêche dessus et puis ils vont faire des tours dans l'eau au large et ils ramènent des poissons. Et donc du coup, ils ont tous des bateaux de mer. Et dans les bateaux de mer, forcément, c'est des pédales. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les pédales, c'est quasiment la norme là-bas. Même sur les courses, la Duzy, la Fiche, la Berg, ils ont tous des bateaux de rivière et les bateaux de rivière, ils sont tous équipés aussi de pédales. Et toi, c'est un truc que tu as déjà essayé, ces gouvernails à pédales? Ouais, j'ai À part même eu en l'occasion surski? de faire. Bah, en surski, ouais, en surski, c'est C'est le mon truc de gros base? problème parce que quand je déséquilibre, j'appuie sur le mauvais pied et donc du coup, je me déséquilibre encore plus. Mais j'ai eu l'occasion de faire du K2, ouais, dans un Simco, il y avait des pédales. Et bah, en fait, je m'en suis plutôt bien sorti. C'est sûr que c'est pas aussi intuitif, vu que nous, on a passé sur 20 ans de kayak, j'ai dû en passer 20 avec un T-bar. Donc le T, ça reste hyper inné maintenant. Mais en tous les cas, je comprends que les gars veuillent des pédales parce que une fois que tu es dans la vague et que tu as placé tes pédales correctement, eh ben, tu peux pédaler sur tes jambes comme tu le souhaites, quoi. Alors que quand ton bateau avec le T, il n'est pas bien réglé, des fois, dans la vague, tu peux un peu galérer, quoi. Alors après, Quentin, il va me dire que ça, c'est des réglages parce que lui, il a toujours les bons réglages. Mais il y a des fois où moi, dans la vague, je suis un peu en difficulté parce que ça va pas comme je veux, quoi. Donc, du coup, tu forces un petit peu moins sur une jambe, un peu plus sur l'autre. Et eux, avec leurs pédales, ils ont pas ça, quoi. Mais ça veut dire qu'ils poussent pas avec tout le pied, quoi. Quand ils poussent pas. Eux, alors ça, c'est pareil, c'est l'autre modif qu'il faudrait que je fasse si je voulais les pédales. Moi, je pousse avec la plante du pied et les doigts de pied. Et eux, ils poussent qu'avec leurs talons. En fait, ils poussent avec les talons et la plante des pieds, les doigts de pied servent uniquement à diriger le bateau. Donc, tu vois, c'est vraiment, en termes de même de représentation mentale, c'est quand même une autre façon de faire dans l'appui que tu peux mettre sur ta barre à pied. Et ouais, et en fait, c'est qu'à moi qui a beaucoup de surski, moi je suis habitué à pousser avec talon et même quand je fais de l'ergo ou quoi, je vois que je veux pousser avec le talon, quoi. Pousser avec le bout du pied, ça me plaît pas trop, quoi. Du coup, si tu faisais de la course en ligne, Ouais, les ouais. pédales, ça serait pas mal pour Bah, toi. Ouais. c'est pour ça Mais que après, j'ai un calpi à pédale, c'est pour ça, mais je l'ai pas encore mis, mais je ouais, l'ai acheté il y a un petit moment, au cas où. ah bah ça vaudrait le coup d'essayer, ouais. Mais après, c'est pareil, hein, t'en as qui ont des T dans leur bateau et qui poussent avec les talons, hein. Ouais, ouais. En France, je sais pas qui, mais il y en a, c'est sûr. Alors déjà, Stéphane Boulanger, c'est sûr que lui, c'était avec la plante des pieds parce qu'il avait tout simplement viré la partie basse de sa barre à pied. Donc on est beaucoup à forcer sur le dessus du pied, enfin le haut du pied. Mais il y en a pas mal aussi qui ont leur talon bien en contact et puis bien en appui sur la barre à pied. Tu parlais des courses un peu mythiques d'Afrique du Sud. Est-ce que ça t'a donné envie de les faire? Je suis allé voir l'arrivée de la Duzy là, qui était en 15 cette année, donc encore une fois, c'est Andy Berket qui gagne. Et c'est vrai que c'est une course que j'aimerais bien faire parce que, comme l'Ariba, un peu, quand tu es plus jeune, tu te dis, ah, mais ça, c'est une course, c'est incroyable, elle est géniale et blablabla. Et après, il y en a quand même pas mal sur place qui m'ont dit, non, si tu l'as fait, il faut que tu sois prêt à être malade après pendant une semaine parce que l'eau, elle est clairement catastrophique. Il y a énormément de germes et tout ce que tu veux dedans. C'est un cocktail assez efficace si tu veux perdre du poids, apparemment. Donc ça me refroidit un petit peu, je t'avoue, mais le fait que ce soit la Duzy, ça me donne un petit peu envie de le faire. Sachant qu'en plus, sur place, là, j'ai rencontré pas mal de gars
sont pas mauvais sur la Duzy et qui seraient peut-être intéressés si jamais je venais pour y participer, quoi. Après, de l'avis de tous les Sud-Africains, la meilleure course à faire, c'est la Fish River, qui elle se court en octobre. Ça, c'est une course qui est sympa, qui ressemble un petit peu à la Riba et avec de l'eau nickel, très propre. Et donc, il y a pas de souci de ce côté-là. Après, tu as la Berg, mais la Berg, c'est encore l'étape au-dessus. C'est beaucoup plus de kilomètres. Je sais plus combien c'est. Je ne veux pas dire de bêtises. Cyril l'a déjà faite. Et celle-là, elle est assez hard apparemment. Puis après, t'en as d'autres, t'as la Drac, t'as la Hansa, je sais plus quoi. Enfin, grosso modo, en Afrique du Sud, si tu veux faire de la compétition, tu peux en faire une par semaine. Hank, on a eu on a un petit peu parlé avec lui. Il a fait l'année dernière, il a fait 55 compétitions. Oh. Et du coup, je lui dis, mais il y a 52 semaines dans l'année. Et il me dit, ouais, mais des fois, même dans la semaine, t'en as, quoi. Ouais, c'est ce que disait Valentin, t'écouteras, mais Valentin, il disait, il y avait compète genre tous les mardis et tous les week-ends, quoi. Un truc du style, quand il y était, lui. Ouais, ben que ce soit en kayak, en course à pied, tu peux faire des trucs quand tu veux. Même nous, on a fait une course à pied à 5 heures du mat dans Durban. C'était un truc officiel. C'était 10 kilomètres. Tu te donnais rendez-vous dans le centre-ville. Tu faisais ton 10 kilomètres et puis à la fin, bah, tu te dis au revoir. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas de podium, mais il y avait 200 coureurs qui étaient sur place et Ouais, c'est un peu. j'ai vu qu'en Australie, c'était des trucs assez courants, des courses sur 10 kilomètres sur des canaux, des trucs assez plats, et qu'il y en avait Ouais, c'est vraiment très ça, très ouais. régulièrement, quoi. Ouais, ouais, exactement. Et non, non, des compètes en mer, en rivière, sur du plat, il y en a tous les week-ends. Comment c'est niveau sécurité l'Afrique du Sud? Parce que c'est pas... Les préjugés me font dire que c'est pas très sécur et qu'il faut pas trop sortir loin. Comment c'était pour toi là-bas? Bah, alors, même si les statistiques elles mentent rarement, c'est sûrement beaucoup moins safe qu'en France. Mais moi, dans ce que ça me fait penser en revenant ici, c'est que c'est comme en France. Il y a des endroits où tu vas pas toi-même, tu vas pas te dire tiens, je vais aller là-bas. Et parce que ça va pas l'air hyper sécure. Bah là-bas, c'est pareil. En fait, il y a des endroits à éviter. Et nous, on n'y est pas allé du tout. Là où habite Amish, c'est un endroit hyper calme, hyper safe. Il n'y a pas de il y a pas de souci. Limite, il part de chez lui, il laisse tout ouvert, quoi. Donc, on n'a pas vu, enfin, j'ai pas vu du tout cette insécurité-là. Même sur le trajet entre chez lui et son lieu d'entraînement, qui est quand même assez long. Donc, j'ai pas, à aucun moment, je me suis dit, ah bah là, faut pas qu'on s'arrête, quoi. C'est, et puis c'est pareil, c'est pas, tu vois, il y a Johannesburg qui est quand même encore plus chaud. Et nous, on était sur Durban, donc sur la côte, c'est quand même. J'imagine que c'est comme en France, tu vois, quand tu arrives près de la côte, c'est quand même des endroits assez sympas, quoi. Alors, c'est la question un peu de fin. Est-ce que tu vas y retourner? Il y a énormément de conditions à remplir de mon côté, mais ce qui est sûr, c'est que si j'avais l'occasion d'y retourner, ouais, j'aimerais bien en faire le passage obligé pour commencer la saison. Tu vois, l'année prochaine, si je peux, si j'ai encore mon demi-service et que je peux annualiser, je pense que je vais envoyer un petit message à Amish et on va essayer de se reprévoir ça. Peut-être même rester, je sais pas, peut-être faire 2 cycles de 2 semaines au lieu de faire un gros cycle de 3, je sais pas trop. Mais en tous les cas, ouais, c'était une belle expérience. J'ai déjà fait des stages où on a fait beaucoup de bornes, hein, mais les conditions font que là, c'était exceptionnel. Quand j'étais allé au Gros du Roi, il y a, je sais plus, la team marathon, on y était allé il y a 3 ou 4 ans. On avait fait beaucoup de kilomètres. On avait fait énormément de kilomètres, c'est clair. Mais les conditions, elles n'étaient pas pareilles. Le ressenti n'est pas le même. Donc, non, c'est un, c'est un stage qui en appellera d'autres, j'espère. Mais si ça se fait pas, bah tant pis, j'essaierai de trouver d'autres solutions, quoi. Mais en tous les cas, non, c'était une belle expérience et le positif que j'en retire me donne envie d'y retourner l'année prochaine, c'est sûr. Super, Jérémy. Eh ben, j'arrive au bout de mes questions sur ce petit stage en Afrique du Sud qui, j'imagine, a donné
L'envie a beaucoup, dont moi, d'aller y faire un petit tour. Mais ouais, ça ressemble bien à ce que j'imaginais. Des entraînements à la mort, vraiment un gros volume Ouais, c'est ça. d'entraînement. Ouais, c'est ça. C'est si tu veux t'entraîner fort, c'est l'endroit où tu peux aller. Là, il n'y a pas de souci. J'encourage les gens qui veulent le faire. Mais bien s'organiser sur la logistique parce que pour trouver des bateaux, voilà, c'est peut-être ça le plus Ouais, il faut le difficile. faire il faut le faire en âme. Les Hongrois, apparemment, ils ont acheté des maisons là-bas. Ils ont un centre d'entraînement à eux. Oui, on les Et voit, donc, du coup, c'est vrai on ils les voit ont, chaque année, là. Je vois les vidéos et ouais, ouais. Et donc, du coup, ils ont acheté des bateaux. Tous les ans, ils achètent des bateaux, à ce qui paraît. Donc, tu vois, si tu veux, des bateaux, ils doivent en avoir. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un contact sur place qui peut peut-être t'en prêter un S'il et y a des gens qui sont intéressés de qui peut te faire faire en un sorte de stage gagner. en Afrique du Sud, est-ce que toi, tu peux me mettre en contact avec des gens qui sont sur place? Bah, moi, le contact que j'ai, c'est essentiellement Amish. Mais ouais, c'est clair. Il faut que, au moment où il est intéressé, il faut que bah, déjà le garçon il soit en Afrique du Sud parce qu'il bouge beaucoup. Là, il est en Europe pour 2 mois. Mais en tous les cas, ouais, s'il y a possibilité, même lui, il n'est pas contre avoir un peu de viande fraîche. Super, Jérémy. Merci encore de ton temps pour cet épisode un peu hors série. Ouais, bah, Voilà. merci à toi, c'était cool. Ouais, c'était cool. J'aime bien toutes ces expériences qui sont rafraîchissantes, on va dire. Ah, mais là, toi, en surski, là-bas, tu te ferais vraiment plaisir. Ouais, bah les vagues, c'est moyen, Ouais. mais là, j'ai changé de bateau sur ski. Là, j'ai acheté un nitro là, de Nordique, là. Donc, Ah ouais, il est à combien du coup bah, en poids? je pense qu'il fait 9 parce qu'avant, j'avais le Storm, donc le modèle intermédiaire, qui faisait que 6 mètres, qui faisait 6 mètres 10 sur 45 de large. Au lieu là, il fait 6,40 sur 43 et il était un peu plus léger. Donc, je pense qu'il faisait moins de 9 l'autre et là, celui-là, il doit faire 9. Faudrait Ah, que il je le sort des repèse. bateaux vraiment légers, hein, c'est fou. Ouais, mais maintenant, bah, en C'est surski, fou. c'est tous comme ça. Regarde, Nelo, maintenant, avec la construction Air, ils sont à 8,5 kg. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Mais c'est les prix aussi qui sont bien montés, puisque maintenant, un bateau comme ça, bah, c'est 4 500, 4 600 euros, quoi. Oh, ouais, ça se fait plaisir. Ah ben Ouais, là-bas, il n'y a pas trop nordique, Nelo, quoi que ce soit. c'est Là-bas, Fen. c'est Fen ou carbonologie, ouais. Ok, donc ils préfèrent les bateaux, Ouais, t'es ouais. plus engoncé dedans, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Et puis, tu sais, l'usine, elle avait cramé. Ouais, Donc, je me ils avaient souviens de ça. perdu une bonne partie de leur moule, bah, ou quasiment tous d'ailleurs. Et donc, du coup, le nouveau Elite, qu'ils appellent le Phoenix, il y en a certains qui sont pas trop satisfaits de ce que ça redonne sur l'eau. Donc, l'ancien, maintenant, c'est devenu un peu un mythe, quoi. C'est une légende, le Ouais, bateau. c'est l'objet de Et collection. ouais, Hank en a un, là, qui navigue avec sa femme. Et du coup, Amish, il est, ah, mais ce bateau-là, c'est de l'or parce qu'il n'y en a plus beaucoup et il n'y en aura plus. Donc non, non, ils aiment beaucoup Fen. Ouais, ils aiment beaucoup Fen. Ouais, bah, c'est ce que j'avais compris. Il y a beaucoup de fun. En Europe, je vois que Nordique, ça se développe de plus en plus parce que les bateaux sont quand même très, très solides, hein, même s'ils sont légers. Donc moi, c'est mon Ouais, deuxième ouais, Nordique. ouais, Tu tapes dessus, tu dis putain, mais c'est hyper solide. Avant de le péter, faut y aller quand même, hein. Et, ouais, c'est ça. ça, Ouais, ça glisse bien. Alors après, en termes de glisse, bah, ça vaut un Elo 560. Je pense que ça va valoir un Elite S. J'ai pas l'impression que ça aille plus vite. bah, Mais je pense que c'est même mieux qu'un Nelo parce que Nelo, il a pas vraiment bonne presse en surski. Hein. ouais, C'est c'est pas, bizarre parce que moi j'ai les gens, ils aiment pas trop. Hein. bah parce que il roule beaucoup donc j'ai essayé le 560 là cet hiver Yves à qui on passe le bonjour, Yves Masson de Lyon qui m'a prêté son 560 justement pour que j'essaye. Le bateau roule beaucoup. C'est sûr que si t'es en mer et tout, t'es peut-être pas trop rassuré parce qu'il roule beaucoup, mais sur du plat comparé à un nitro, il est un peu plus instable, mais pas beaucoup plus instable. Et en termes de vitesse, c'est équivalent quoi. Voilà. Sauf que D'accord. Ouais. comme il est plus court, dès que tu mets un coup, t'accélères plus vite, mais il entretient moins la vitesse. Tu sens que tu mets deux trois coups, paf, il part. Alors que comme l'autre il fait 6,40, bah tu sens que c'est un peu plus long, mais par contre quand il est lancé, c'est plus facile d'entretenir. Alors Ouais, que le c'est vrai. 5,60, Ouais, faut que effectivement. tu remettes, faut que tu y ailles quoi. Bah, moi, c'est ce que j'ai comme bateau parce que Nelo m'en a donné un, c'est cool. Et du coup, j'ai tellement peu d'histoire dans le surski que ça me va très bien. Mais c'est vrai que les experts disent que c'est pas évident à naviguer. Ouais, bah il roule. Après, En je pense fait, que c'est comme tout, hein, il tous roule, les ouais. goûts sont dans la nature. Ouais. Après, tu vois, bah, Valentin, là, que j'ai interviewé il y a pas longtemps, lui, il est en 5,60 depuis bien longtemps. Et lui, ça va nickel, quoi. Lui, il est Ouais, c'est même. vrai.
Bah, ça l'a pas empêché d'être champion d'Europe. Voilà, ça l'a pas empêché. Donc, non, mais en tout cas, sur le plat, ça se vaut. Juste, il est un peu plus instable, mais il est plus nerveux, comme on dit. Ouais, vraiment. Et donc, je cherche, on sait jamais si quelqu'un écoute, à acheter un 560 d'occasion. En plus. D'accord. Voilà, donc si quelqu'un vend un 560, au moins, idéalement, j'aimerais bien un double XL, mais un L, ça ira aussi. Je suis preneur. Si un jour j'abandonne le surski, je reviendrai vers toi. Alors. Voilà, bah, je te le prendrai avec plaisir. C'est quand même assez pratique pour se déplacer comparé aux longs surf ski qui sont quand même moins pratiques à Ça, c'est déplacer. sûr. Ça, c'est clair. Ouais. Ils sont moins pratiques. Et bah, super, Jérémy. Et bah, sur ce, je vais te laisser. Et puis, je vais suivre tes aventures. Après cette 4e place au pré-pige, sait-on jamais, est-ce que tu fais les piges dans un mois? Non, tu vois, j'ai reçu un message de François During là, qui me demandait si j'y allais parce qu'il y en a qui trépignent d'impatience de savoir s'ils sont repêchés ou pas. Et non, en fait, c'est Amsterdam le même week-end. Et clairement, vu le plateau qui est annoncé à Amsterdam, je préfère y aller que faire les piges. Ouais, Amsterdam, ça a l'air cool comme course. Ouais, c'est une Coupe du Monde. Ah, c'est une Coupe du Monde, modo, ok. Non, c'est pas une Coupe du Monde, mais le niveau fait que ça ressemble à une Coupe du Monde. Ouais, mais je me souviens que l'année dernière, tu l'avais fait, toi, Amsterdam? Parce qu'il y en a qui l'avaient fait, Ouais, les Français. j'avais fait trois l'année dernière. C'est Mads Pedersen qui avait gagné et Gordon Arbrecht sur ouais, qui était en nordique, ouais. Ouais. Ah ouais, donc, non, c'est vraiment une course où il faut aller. Ouais, ça a l'air super, ça. Ouais, de toute façon, là, par rapport à la vitesse, j'ai pas du tout d'aspiration. Et donc, du coup, je n'irai pas. Et puis, ça fera plaisir à une personne qui pourra avoir un spot pour les piges. Ouais, parce que là, sur les pré-piges, ils prenaient un nombre de qualifiés par rapport aux pré-piges, c'est ça? Ouais. Bah, je sais pas c'est combien, mais en tous les cas, oui, il y a un nombre de. Ils prennent les X premiers, peut-être les 27 pour que ça fasse 3 séries. Et donc, du coup, si tu es 28e, bah, logiquement, tu n'es pas sélectionné. Mais s'il y a des défections, c'est mon cas, Baudouin, je sais pas trop, Baudouin Géniès, mais en tous les cas, s'il y en a qui n'y vont pas, ça libère des places. Et donc, du coup, ils vont chercher le 28e et le 29e jusqu'à temps que tout soit complet, quoi, pour avoir des séries complètes. Ok. Bon, bah, ça marche. Bah, je vais suivre Amsterdam et la suite de tes aventures. En tout cas, c'était cool tout ce que tu as mis sur Instagram là, car moi j'étais assez friand des petites stories, tout ça là, c'était cool. Ouais, j'essayais de faire montrer que je faisais du bateau, mais pas que, quoi, parce que c'était quand même, non, mais c'était sympa de suivre assez, ça, parce que souvent il y a pas grand chose qui est partagé. Et là, on voyait un peu au jour le jour. De toute façon, j'étais comme un enfant. Hein. C'était vraiment. Je suis pas coutumier de ce genre d'expérience, de ce genre de stage-là. Et là, pour le coup, c'était vraiment. C'est un beau souvenir. Bah super. Bon allez, sur ce, je te laisse et puis peut-être Yes. à bientôt, sait-on jamais. Bah ouais, carrément. Ça roule. Salut Jam. Salut Rudy. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.